Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. La RDC a ouvert une ère nouvelle dans leurs relations bilatérales. Les deux pays ont signé un accord de paix, un deal devant Donald Trump pour faire taire les armes. Cette étape fait réagir à Kinshasa. Plusieurs réactions à suivre dans ce journal. À la une, également, journée nationale de l'arbre, la RDC, plus que jamais déterminée à faire appliquer sa politique de reboisement. Un reportage à suivre autour du Fonds forestier national. À l'international, le secteur agricole tunisien fait face aux effets des changements climatiques. Le pays mise désormais sur l'innovation technologique pour garantir la résilience. Encore une fois, bonsoir à tous. La RDC et le Rwanda ont-ils ouvert une ère nouvelle dans leurs relations bilatérales? Les deux pays ont néanmoins marqué une étape importante vers la paix en entérinant un accord de paix et de prospérité sous la médiation américaine. À Washington, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump ont pris rendez-vous avec l'histoire. Ils se félicitent de l'étape franchie, même si le plus dur reste à venir. Didier Ilunga. Un pas symbolique vers la paix. Une étape importante vers la désescalade entre deux pays en conflit depuis 3 décennies. Les analyses et les commentaires vont bon train. Mais dans cette région de Grand Lac, une rémission n'est pas à l'abri d'un retournement des situations. La réalité des terrains dans le Kivu est là pour nous rappeler cela. Voilà qui explique la lecture prudente des uns et des autres à l'issue même de la signature de l'accord. Le président Tshisekedi lui dit en sourdine, même s'il promet un plein engagement de la RDC à respecter sa part de responsabilité. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Le chef de l'État rwandais, pour sa part, salue un accord qui pourrait ouvrir une voie pour la paix. Mais le commentaire de Paul Kagame laisse planer les spectres d'un échec. Ce conflit a duré 30 ans. Nous avons vu un nombre immense de médiations, d'efforts, sans qu'aucun ne réussisse jamais à résoudre les problèmes qui nous séparaient. Le président Trump a lancé une dynamique nouvelle. Cet accord nous donne tout ce qui est nécessaire pour mettre un terme à ce conflit une fois pour toutes. Si cet accord échoue, si les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient le faire, eh bien, la responsabilité n'en incomberait pas au président Trump. Le président américain Donald Trump y est allé de son commentaire, voyant dans l'accord une grande possibilité économique pour son pays. Au lendemain de la signature de l'accord, l'espoir d'une paix est revenu, mais chacun se rappelle qu'une paix sur papier doit se confronter à la réalité de terrain.
24 heures après l'entérinement de l'accord de paix Rwanda-RDC, les langues se délient, chacun y va de son commentaire. L'accord signé est-il une garantie de paix? N'est-il pas un texte de plus? Un questionnement qui traverse l'esprit de plusieurs observateurs congolais. Dieu merci Vouvou et Gigi Nende. À l'issue de l'entérinement de l'accord de paix du jeudi 4 décembre 2025 à Washington, la nouvelle société civile de Jonas Tiombela estime que la dite convention reste théorique et elle serait toujours à la recherche d'un véritable accord de paix qui doit être vécu par la communauté victime de cette barbarie depuis plus de 30 ans. Avec la signature de cet accord, toute initiative qui va dans la direction de la recherche de la paix durable et stabilisée ne peut être que saluée. Mais l'accord qui a été signé est jusqu'à ce jour théorique et c'est un accord qui est sur papier. Nous cherchons un accord qui nous donne la paix, qui doit être vécu sur le terrain par les communautés qui sont ensanglantées depuis plus de 30 ans. Le fait que M. Kagame et Tshisekedi ne s'aient pas donné le poignet de main, c'est un indicateur sérieux. Il devait nous dire que la crise de confiance demeure et que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura cette paix-là de cette manière. Cet accord est assorti de beaucoup de clauses, mais moins on parle de la justice, de la réparation, on parle de la non-répétition et son application est liée à la volonté pure et simple de deux parties. Le texte seul ne suffit pas, il faut qu'il y ait une volonté politique réelle. L'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juillet 2025, validé le jeudi 4 décembre à Washington par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais, reste un signal pour le rétablissement de la paix et une nouvelle saison diplomatique pour la RDC. En effet, les efforts doivent se multiplier pour sa matérialisation effective de celui-ci. Cependant, le dit accord appelle à la bonne foi et à la bonne volonté des parties pour son application et ne disposant pas en son sein de mécanismes contraignants pour les parties qui s'engagent en cas de l'inexécution. Dans un domaine purement économique, sachez que le gouvernement de la RDC devrait accélérer le rythme de construction d'infrastructures routières, notamment. Un engagement conséquent est pris à travers le budget 2026, actuellement sous examen au Parlement. Le vice-premier ministre en charge du budget a rassuré son collègue des infrastructures, John Banza. Adolphe Muzito, qui a reçu le numéro 1 des infrastructures, a affirmé que le crédit alloué à la construction des routes et autres infrastructures est en accroissement. Cela devrait se poursuivre jusqu'en 2030. John Banza se félicite donc de cette orientation de développement. Je vous propose de l'écouter. La bonne nouvelle de l'engagement de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, sur l'accroissement de crédits dans les domaines des infrastructures pour 2026 et toutes les années qui suivent, donc jusqu'à 2030, ce qui traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter les secteurs des moyens conséquents pour que nous puissions relever le défi de la révolution des infrastructures, de la construction de notre pays. Après, nous avons discuté sur les travaux qui sont en cours dans la grande province du Kwilu. Vous savez que la prochaine conférence de gouverneurs se tiendra dans le Kwilu. Et donc on a passé en revue tous les travaux qui sont en cours. Comme le vice-premier ministre vient de ce coin, il était aussi important de le rassurer que nous prenons nos responsabilités pour avancer rapidement dans les travaux de voirie, dans les travaux sur la route nationale numéro 17 et dans la lutte contre les érosions
à Kikwit, à Bulungu et dans d'autres villes. Toujours dans le domaine des infrastructures, rendons-nous à présent dans le Sud Kivu, à Uvira précisément, où des travaux de construction et modernisation du port Kalundu ont été lancés. Ces travaux s'accompagnent de la construction et la mise en place d'un poste frontalier. Ces ouvrages devraient aider à renforcer le commerce et l'intégration de la région de Grand Lac, une alternative économique dans une région minée par la guerre. Le lancement de ces travaux ont été faits en présence du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourzi, et du secrétaire général au commerce extérieur. Didier Ilunga nous en dit davantage. Malgré la situation sécuritaire tendue dans la province du Sud Kivu, le gouverneur de cette province et le secrétaire général au commerce extérieur, représentant le ministre au commerce extérieur, ont pris part au lancement officiel des travaux de construction de postes frontaliers de Nyamoma, reliant le Sud Kivu au Burundi. Ce projet de construction d'infrastructures s'ajoute à la liste des grands chantiers du Sud Kivu dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans les pays des Grands Lacs. Les infrastructures en construction devront contribuer à l'amélioration de la sécurité. Elles devront également booster le commerce transfrontalier, selon Innocent Mirindi, superviseur des travaux. Ayant pris la parole, le gouverneur du Sud Kivu salue le projet et promet de mettre en place un suivi rigoureux. Il appelle ensuite au respect des délais dans l'exécution des travaux. Je tenais d'abord à remercier sincèrement le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a bien voulu à ce que nous nous retrouvions ici dans ces circonstances. Le président de la République, chef de l'État, malgré la guerre, malgré les tensions, nous y sommes aujourd'hui. Les 3 projets qu'on a lancés, le pont Nyamoma ici, va être finalisé grâce à l'appui encore une fois de la Banque mondiale. Cela témoigne de la résistance. Donc je peux dire que sur ces 3 projets, c'est autour de 100 millions de dollars américains que le président de la République vient d'injecter dans le seul territoire d'Uvira. Nous pouvons y ajouter la route nationale numéro 5 et la route nationale numéro 30 qui sont aussi financées par différents mécanismes nationaux. Et donc ça, c'est le respect de ses promesses. Le chef de l'État a promis, il a tenu parole. Nous devons faire en sorte que nous puissions protéger ces opportunités, ces bijoux. Mais je demande qu'ils puissent aussi travailler rapidement, respecter le délai. Donc dans les 12 mois, il faut qu'on vienne ici pour inaugurer, pour lancer maintenant l'inauguration de cet ouvrage. Notons que la population d'Uvira, particulièrement celle de Sangué, a exprimé sa satisfaction face à celui qu'ils appellent affectueusement Magufuli du Sud Kivu. Du Sud Kivu, rendons-nous à présent dans le sud de la RDC pour vous faire savoir qu'après des violents affrontements entre des groupes de jeunes, plusieurs interpellations ont été faites à Lubumbashi. La police dit avoir repris la situation en main et annonce un renforcement du dispositif sécuritaire à l'approche des fêtes. Le commissaire divisionnaire provincial du Haut-Katanga se veut rassurant. Les suspects sont entendus par la justice. Pour plus de détails, je vous laisse suivre Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire du Haut-Katanga, qui a été joint par la rédaction de Géopolis. Suivez. La police, comme d'habitude, consciente du regain de criminalité à la fin de l'année dans chaque région, province et presque même dans chaque pays, a déjà pris des dispositions de prévention et même de répression au cas où il y avait un incident ou une situation ou un événement capable de perturber l'ordre public ou de gêner la paix et la tranquillité publique en province. C'est une situation entre les membres d'un seul parti politique qui se sont décidés de s'affronter sur la voie publique, mais quelques 5 minutes ou 10 minutes après, la situation était déjà sous contrôle de la police et plusieurs personnes avaient été interpellées à l'occasion et ils sont en train de passer au tribunal pour une audience publique. Ils doivent répondre donc de ce qu'ils ont posé comme acte. C'est à plusieurs niveaux. Il y a l'autorité politico-administrative qui a interdit toutes les manifestations non autorisées pour des raisons sécuritaires. Et c'est ce que nous sommes en train de suivre. Espérons qu'avec ces informations, tout le monde saura
quelle attitude à prendre pour la sécurisation de cette fin d'année 2025. Il y a beaucoup d'actions prévues, ça reste dans les secrets professionnels, il y a beaucoup d'actions prévues, mais tout ce qu'on peut dire, c'est rassurer la population. Les patrouilles sont au point, tous les numéros de contact sont distribués, communiqués et toutes les unités sont déjà mises en alerte pour répondre à toute éventualité. Un tournant majeur vient d'être opéré dans la démarche vers une gestion plus transparente et moderne du patrimoine immobilier de l'État grâce au lancement d'un atelier de haut niveau à Kinshasa. L'événement a été lancé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro-Mouvouni. Cette rencontre est organisée par l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Gigi Nende pour plus de détails. Depuis plusieurs années, la RDC est confrontée à des sérieux défis dans la gouvernance de son patrimoine immobilier. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement renforce ses actions pour préserver et sécuriser un système foncier fragilisé. C'est dans cette dynamique qu'a été organisé l'atelier interinstitutionnel de sensibilisation aux états généraux du patrimoine de l'État porté par l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier et le PNUD. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a ouvert les échanges aux côtés de la ministre déléguée à la ville afin de lancer une réforme nationale ambitieuse du patrimoine immobilier public. Le ministère de la Justice, également présent, a rappelé l'existence d'un cadre interministériel visant une gestion transparente et sécurisée du foncier et de l'immobilier, réaffirmant son engagement à faire respecter strictement la loi dans ces secteurs. Pour Alexis Gisaro, cet atelier marque une étape déterminante dans la refondation de la gouvernance du patrimoine public. Il a annoncé la réception des 2 documents stratégiques destinés à guider les réformes à venir. Leurs conclusions convergentes, la RDC doit se doter d'une véritable politique nationale du patrimoine immobilier articulée autour d'un inventaire fiable et géoréférencé, d'un système numérique sécurisé, d'un cadre juridique modernisé, d'une gouvernance institutionnelle clarifiée, de mécanismes innovants de valorisation économique ainsi que de mesures strictes de prévention et de sanctions contre la spoliation et les occupations illicites. Les renforcements des capacités techniques des institutions est également jugé indispensable. Cet atelier vise ainsi à consolider une vision commune en vue des prochains États généraux organisés sous le haut patronage du président de la République. 2 rapports ont été présentés à l'assistance, celui de l'atelier technique préparatoire ainsi que celui de la synthèse de la journée scientifique dédiée au cadre juridique des biens de l'État. Les échanges ont mis en lumière les principaux dysfonctionnements, spoliations répétées, occupations irrégulières, perte de contrôle des espaces stratégiques, lenteur administrative et absence d'un système intégré de gestion et de numérisation. Des constats salués par le ministre de l'Urbanisme qui insiste sur la nécessité de poursuivre les analyses pour définir une vision forte de protection du domaine public. Et puis, je l'avais annoncé en titre, la République démocratique du Congo, plus que jamais déterminée à faire appliquer sa politique de reboisement pour faire face à la déforestation. Ce 5 décembre 2025, le Fonds forestier national, établissement public chargé de la question, avait réuni les différents acteurs dans l'enceinte de l'Institut national des arts pour sensibiliser la communauté à la nécessité d'œuvrer pour le reboisement dans un pays qui se veut solution en matière de déforestation. C'était à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. José Junior Owawa et Giscard Tamba pour le reportage. Venus de tous les horizons sur invitation du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, ces acteurs œuvrant dans ces domaines de l'environnement se sont réunis ce vendredi 5 décembre ici dans l'enceinte de l'Institut national des arts à Kinshasa pour célébrer l'arbre en RDC. Dans une République démocratique du Congo, pays solution dans la lutte contre les changements climatiques, le reboisement est au centre de l'action politique. Pour ce faire, c'est le challenge du Fonds forestier national qui n'attend pas lésiné sur le moyen
pour appliquer cette politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo s'engage dans une politique renouvelée de reboisement national appuyée par le Fonds forestier national afin de restaurer le paysage, protéger les communautés locales et garantir l'équilibre écologique du monde entier. Pour le secrétaire général à l'environnement, le reboisement devient un enjeu national. Cette journée d'aujourd'hui est symbolique et nous appelle à un devoir collectif de préserver et de restaurer nos écosystèmes. Je félicite tous les acteurs publics qui sont ici, que ce soit privés, communautaires et partenaires techniques et financiers, de s'impliquer dans les actions et planter des arbres. Les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune sont tous revenus sur cette nécessité avant de procéder à la plantation symbolique de ces quelques plantilles afin de renvoyer un signal fort au reste du monde sur la détermination de la RDC à jouer pleinement ce rôle de pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. Deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie, la RDC éprouve pourtant d'énormes difficultés pour la préservation de ces forêts. Le Fonds forestier national assure pour ce faire le financement des opérations de reboisement, d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstruction du capital forestier de la RDC, ainsi que les missions de contrôle et de suivi de réalisation des dites opérations. Dans le domaine culturel, la salle Fatima à Gombe à Kinshasa a vibré au rythme de la créativité et de l'émotion lors de la soirée théâtrale de gala organisée par la compagnie du théâtre Jubilé Cheikh Fita. Le spectacle intitulé « Le syndrome du Khan » a captivé le public avec une mise en scène authentique explorant les défis socioculturels de la République démocratique du Congo. Gigi Nende. Écrite et mise en scène par Cheikh Fita, le dramaturge bruxellois d'origine congolaise, cette pièce aborde des thèmes profonds qui résonnent avec l'identité culturelle et les enjeux sociaux de la République démocratique du Congo. À travers des personnages hauts en couleur, Cheikh Fita dépeint les défis auxquels sont confrontés les Congolais tout en mettant en lumière l'importance d'aimer son pays malgré tout. Prenant la parole, l'auteur partage le message caché derrière son œuvre. Bon, il y a deux messages. Le premier message, c'est d'abord par rapport à la thématique exploitée. Si vous sortez dans la rue, vous dites à un jeune, il y a moyen d'aller en Europe, il va vous suivre. Et pourtant, cette pièce, je l'ai écrite il y a 23 ans. Vous avez l'impression que c'était écrit hier. Deuxième message, c'est que, comme je l'ai dit, le théâtre est mort au Congo. Même les salles, quand je suis venu réserver la salle, j'ai dit théâtre, même ceux qui louent la salle, ils louent plus ça aux gens du théâtre. Et nous devons corriger cela. Pourquoi ? Parce que le théâtre, c'est un art magique. Dans la vie, nous vivons. Mais parfois, nous faisons comme si. C'est ça le début du théâtre. Si vous faites comme si, sans faire le théâtre, vous le ferez mal. Mais si vous avez fait le théâtre et que vous avez vu le théâtre, vous le ferez mieux. Et donc, toute la crise qui est tout autour dans notre pays est due au fait qu'on n'a pas initié les gens à un art aussi majeur que le théâtre. Le théâtre, c'est un art très majeur. Il a également encouragé ceux qui souhaitent embrasser la carrière d'artiste à persévérer malgré les obstacles. Bon, en fait, il faut qu'il y ait un lobby. Il faut que les gens qui croient en la culture se mettent ensemble, se liguent pour pouvoir bouger les lignes. Et je ne veux pas être seul, je veux que tous ceux qui font du théâtre, qui ont fait du théâtre, viennent se mettre ensemble et on bouge. On peut trouver les financements. La soirée s'est conclue par une ovation chaleureuse du public, témoignant de l'impact émotionnel que la pièce a eu sur chacun des spectateurs. Le syndrome de Khan n'est pas seulement un spectacle, c'est une invitation à la réflexion et à l'engagement. Place à présent à la page internationale.
L'Égypte accélère sa transition vers l'hydrogène vert, un secteur clé pour renforcer sa souveraineté énergétique. Ce pays veut tirer parti de son potentiel en énergie renouvelable et de sa position stratégique entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et ainsi séduire les investisseurs étrangers. Myriam Likio pour plus de détails. Le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Karim Badawi, est intervenu comme orateur principal lors de la semaine ministérielle d'ouverture de la 4e édition du sommet d'Oman sur l'hydrogène vert, organisé à Mascate du lundi 1er au mercredi 3 décembre par les ministères omanais de l'énergie et des minéraux en partenariat avec Hydrogène Oman. Selon le ministre, l'Égypte prépare un ensemble d'incitations pour attirer les investissements dans l'hydrogène vert. Le pays ambitionne de représenter 8% du marché mondial avec une production d'environ 10 millions de tonnes par an au cours des prochaines décennies. Il a également rappelé les atouts géographiques de l'Égypte, située entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, et impliquée dans les connexions électriques avec la Grèce et l'Arabie Saoudite. Le canal de Suez a été présenté comme étant un élément central de futures chaînes d'approvisionnement en hydrogène. L'engagement de la République arabe dans cette nouvelle filière s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à structurer une industrie exportatrice. Cette orientation a été renforcée lors de la COP27 organisée à Sharm el-Sheikh, où les autorités ont conclu de protocoles d'accord d'une valeur supérieure à 83 milliards de dollars américains avec des grands groupes énergétiques internationaux pour développer 9 unités d'hydrogène et d'ammoniac vert. Le pays ambitionne parallèlement de porter la part des énergies renouvelables à 42% d'ici 2030. Mais si ces engagements traduisent une volonté politique ferme, leur concrétisation dépendra de facteurs externes tels que les investissements à long terme, la structuration de marché et l'émergence d'une demande internationale stable. Confronté aux effets du changement climatique et à une pression croissante sur les ressources en eau, le secteur agricole tunisien, qui représente 9% du PIB et fait vivre 13% de la population active, mise désormais sur l'innovation technologique pour garantir la résilience et sa productivité. Encore une fois, Myriam Likio. La Tunisie fait un nouveau pas dans le sens de la modernisation de son secteur agricole. Le 4 décembre 2025, le Parlement du pays a adopté un projet de loi qui autorise les agriculteurs à importer et à utiliser des drones destinés aux usagers agricoles dans le cadre du projet de loi des finances 2026. Selon les autorités, l'objectif de cette disposition est d'intégrer davantage les technologies de précision dans l'exploitation des terres, notamment pour la surveillance des parcelles, l'optimisation de l'irrigation et l'amélioration des opérations de traitement phytosanitaire. Les recours à ce genre de technologies visent notamment à améliorer la productivité et l'efficacité des activités agricoles. L'enjeu est d'autant plus stratégique que la Tunisie est confrontée, comme ses voisins d'Afrique du Nord, à une sécheresse qui dure depuis plus de 6 ans. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse sélectionnée et commentée par Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette revue de presse. Selon Géopolis Hebdo, l'accord de Washington dévoile la complexité du chemin vers la paix. Les protagonistes n'ont pas su taire la gravité des faits, ce qui n'a pas permis d'adopter une attitude conviviale alors que sur le terrain, les armes continuent à gronder. Ils ont pourtant décidé de donner une chance à la paix et de construire cette route de la paix, soulignant que le moment était décisif mais fragile. L'accord signé sous le regard de Donald Trump apparaît comme un geste diplomatique fort qui replace la crise de l'Est au centre des enjeux. Il pourrait changer la donne en réduisant les tensions entre Kigali et Kinshasa, bénéficiant cette fois du poids diplomatique de Washington. Kinshasa rehausse son profil régional et sort du rôle des victimes pour devenir une force de proposition à condition d'arrimer l'accord au cadre EAC, CRGL et SADC. Mais le chemin reste étroit. Sans résultat rapide, l'accord risque de perdre sa crédibilité. Il ne constitue donc pas une garantie, mais une fenêtre rare, conclut les tri hebdomadaires. Dans Africa News,
La dimension américaine est décrite comme un geste hautement symbolique, présenté comme une 8e victoire diplomatique. Donald Trump parle d'un grand miracle, d'un document puissant et détaillé, fondé sur 3 axes: cessation des hostilités, intégration économique régionale et renforcement des relations commerciales, notamment autour des minerais stratégiques. Pour Congo Nouveau, des langues se sont déliées dans un sens comme dans un autre au sujet de la nouvelle architecture baptisée Washington Accords for Peace and Stability. Elle regroupe le texte déjà paraphé, déclaration des principes du 25 avril, accord de paix du 27 juin et les documents plus récents dont le cadre d'intégration régionale considéré comme l'ossature économique du processus. L'objectif est d'unifier ces instruments dans un mécanisme unique encadrant engagement politique, sécuritaire et économique. Les minéraux sont au cœur de la nouvelle architecture avec la volonté de réorganiser de manière transparente, formelle et contrôlée des chaînes d'approvisionnement qui, depuis des décennies, alimentent économie informelle et groupes armés. Mais le potentiel rappelle que, malgré la signature du 4 décembre à Washington, de nouveaux affrontements ont éclaté dès 8h30 dans la plaine de la Ruzizi. Des échanges de tirs entre FARDC et M23 se poursuivent, entraînant pertes humaines, maisons et écoles endommagées, aggravant ainsi la précarité des populations. Le M23 contrôle toujours Kamanyola, tandis que la ville et Katogota demeurent des zones de forte instabilité. Dans les territoires des Kabaré Nord, la tension est montée d'un cran. Le mouvement RDF-FCM23 affirme que des éléments Wazalendo sont entrés à Moudaka, provoquant des tirs et la fermeture de l'école primaire de Mouressa. Fin de cette revue de presse. Bon début de week-end chez vous. Au revoir. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. La RDC a ouvert une nouvelle ère dans leurs relations bilatérales. Les deux pays ont signé un accord de paix, un deal devant Donald Trump pour faire taire les armes. Vous avez suivi quelques réactions dans ce journal. Et puis, vous l'avez suivi, Journée nationale de l'arbre, la RDC plus que jamais déterminée à faire appliquer sa politique de reboisement. À l'international, vous l'avez également suivi, le secteur agricole tunisien fait face aux effets de changement climatique. Le pays mise désormais sur les innovations technologiques pour garantir la résilience de la production. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.